Bon, on va commencer la séance 2 dédiée à la pédagogie. Donc, oui, je me mets là. Et donc, on va commencer, comme ça a été dit, par Vanessa. Vanessa, je veux répéter un petit peu pour ceux qui n'étaient pas là. Vanessa Fernandez, elle est architecte, maître de conférence TPCAU à l'ENSA de Paris Belleville. Et elle va nous ouvrir la séance. D'accord, avec une communication intitulée Images génératives et pédagogie critique du projet. C'est ça, hein? Voilà. Ça a changé un petit peu. Donc, je veux m'asseoir. Bonjour à tous et merci aux organisateurs de ce colloque sur l'image numérique et l'intelligence artificielle d'avoir retenu ma proposition parce que je suis très heureuse de revenir faire un tour à Toulouse où j'ai enseigné avec grand bonheur pendant 4 ans, mais dont je suis partie il y a déjà 13 ans. C'est toujours un bonheur de revenir et de vous saluer. En dehors de cette réalité, je suis aussi très contente de ce sujet de discussion entre chercheurs et enseignants dans les écoles d'architecture. Il me semble que c'est une question très, très cruciale en ce moment, la place de l'intelligence artificielle dans l'enseignement de l'architecture, donc à travers les images notamment. C'est un des sujets, ce n'est pas le seul, et on se cantonnera à celui-là. On pourrait faire un autre colloque peut-être sur l'intelligence artificielle et les mémoires de master. Ça serait pas mal aussi, mais bon, c'est pour la prochaine fois. Et autres sujets de l'enseignement de l'architecture vis-à-vis de cet outil. Et ça me touche d'autant plus que j'ai évoqué un petit peu à la pause à Paris-Belleville, le chemin qui a été décrété de manière un peu, bon, je vais être politiquement un peu incorrecte, mais c'est pas grave, j'ai l'habitude, de manière un peu autoritaire. Le chemin qui se dessine, c'est de faire une école zéro IA. Voilà. Alors moi, je parle de ça des étudiants, en leur rappelant qu'il y a 25-30 ans, quand j'étais étudiante, j'avais des enseignants qui trouvaient que les élèves ne devraient pas être formés aux outils numériques. Par exemple, il ne fallait pas qu'on apprenne AutoCAD, il fallait qu'on continue à dessiner à la main. Ce qui a permis aux élèves de mon école de la génération juste avant, genre 1 ou 2 ans, qui n'ont pas pris le virage du numérique, d'aller s'inscrire directement au chômage avec leur diplôme dans la... Voilà. Donc, je pense que la question de l'IA, ça dépasse les prises de position personnelles qu'on peut avoir pour contre. Il y a bien sûr une question d'éthique, de pratique, d'éthique intellectuelle, environnementale, mais je trouve aussi que ici, dans nos discussions en tant qu'enseignants, on doit aussi penser à la génération future et à l'insertion professionnelle de nos étudiants. Donc, ça dépasse le cadre strictement de nos prises de position personnelle. C'est pour ça que je suis heureuse de pouvoir en débattre avec vous, parce que dans l'école où j'enseigne, le débat est clos. Bah oui, 0% est là, ça veut dire on passe là-dessus. Donc, moi, en sous-marin, j'en parle avec mes étudiants, tant que ce n'est pas encore totalement interdit, j'en profite pour le faire quand même, pour pouvoir discuter avec eux, qu'est-ce qu'on va faire. Donc voilà, j'ai préparé, je remercie aussi les organisateurs de m'avoir alloué un quart d'heure supplémentaire par rapport à ce que j'avais il y a 2 jours. Alors ça a un peu bouleversé, mais c'est pas très grave. Je vais quand même me débrouiller. Donc, bon, évidemment, l'image, c'est un peu par l'image occupe depuis longtemps une place centrale dans la culture du projet architectural. Dessins, relevés, maquettes, photos ou photomontages ne sont pas seulement des moyens de représentation, mais aussi des dispositifs cognitifs. Cognitifs participant activement à la construction du projet. Et dans l'enseignement de l'architecture, ces images servent non seulement à observer, à analyser, mais aussi, dans mon cas, à transformer l'existant, que j'enseigne le projet dans l'existant,
en formant donc progressivement un regard capable de décrire la matérialité, les rythmes et les usages. Alors, exemple, produit par mes étudiants, et l'émergence récente donc, des systèmes d'intelligence artificielle générative modifie profondément le régime des images. Ces technologies permettent désormais de produire en quelques secondes des représentations architecturales plausibles et parfois difficiles à distinguer d'un rendu professionnel ou même d'une photographie. Alors, cette accélération transforme les conditions de production et de circulation des images dans la pratique et dans l'enseignement. Elle conduit également à réinterroger l'idée selon laquelle le projet passerait nécessairement par la représentation telle qu'elle s'est historiquement constituée dans la pédagogie du projet. On en parlait dans la première conférence, c'est sur la place du dessin, du côté. Donc, cette accélération interroge non seulement la place de l'image dans le processus de conception, mais aussi une modalité d'apprentissage du projet. Si l'image peut être produite presque sans effort, que devient le travail patient d'observation, d'interprétation, qui sont au cœur de la formation du regard architectural? Alors, la question centrale devient l'IA transforme-t-elle la conception ou seulement la production d'images, vraiment la conception architecturale dans son ensemble. Donc, la communication que je propose aujourd'hui s'inscrit dans cette interrogation. Elle présente une expérimentation pédagogique menée dans un atelier de projet à l'ENSA de Paris-Belleville, portant sur l'analyse et la transformation d'un ensemble de logements collectifs. L'objectif de cette expérience était de mobiliser l'intelligence artificielle, non pas comme un simple outil de production d'images, mais comme un instrument politique permettant d'interroger les écarts entre l'observation architecturale, la description textuelle et la représentation générique. Voilà. Alors, donc dans certains contextes de pratique architecturale contemporaine, l'image peut intervenir très en amont du processus de conception. Alors là, je fais une petite parenthèse parce qu'en fait, on a déjà un peu le cas dans le projet dans l'existant, puisqu'on fait une sorte de processus de conception à l'envers. Je reprends là, je paraphrase en fait ce que France Graff et Cuber Marino déjà largement développé, notamment dans le ouvrage Tracé, relevé, sauvegarde du projet. On fait un processus à l'envers, c'est-à-dire qu'on part déjà presque de bâtiment fini et pour pouvoir ensuite déconstruire, reconstruire un processus de projet à partir d'un bâtiment qui existe déjà. Donc on est un peu dans le processus inverse de la conception, on va dire, neuve. Donc à ce titre, donc l'image peut intervenir très en amont du processus de conception, et ça permet de préfigurer des hypothèses architecturales avant même les opérations analytiques ou des fois pleinement engagées. L'image devient ainsi un instrument exploratoire permettant de tester rapidement une relation au site, une atmosphère spatiale ou un scénario de transformation. Donc là, par exemple, j'ai mis des images, une sorte de brainstorming que je fais dans ma pratique architecturale. Ça peut aussi servir évidemment d'outil pour tester l'insertion ou encore d'extrapolation quand on a des difficultés en fait, à analyser le bâtiment existant. Voilà, donc ça permet effectivement d'explorer non pas comme un résultat final, mais comme une première formulation du projet. Des possibilités architecturales sur l'existant, etc. Mais c'est une préfiguration conceptuelle permettant d'anticiper des relations volumétriques ou atmosphériques qui précèdent l'analyse détaillée du bâtiment existant. C'est-à-dire ça a l'air d'être le rendu final et en fait c'est la première étape de conception. C'est-à-dire on est dans une inversion aussi un peu cognitive du projet. Alors, dans le contexte de plusieurs exercices menés avec les étudiants
de master, donc c'est sur 2024 et 2025, sur la cité jardin de Drancy. Dans une première partie, donc des images ont été générées. En fait, c'est la première fois qu'un étudiant utilisait l'IA dans le cadre de mon enseignement. Ça s'est présenté comme ça, ce n'était pas une demande de ma part. Donc il y a 1 an et demi, et il a exploré grâce à l'IA de Photoshop des possibilités d'insertion de bâtiments neufs dans le site existant. Donc il y a trois options: l'extension, enfin, donc ensuite les extensions de logement, densification ponctuelle ou réinterprétation contemporaine de certains dispositifs spatiaux caractéristiques de la cité jardin. Donc, ce n'était pas une proposition de projet à proprement parler, mais plutôt des supports de discussion critiques permettant d'interroger les effets de la normalisation par des systèmes génératifs aussi. Dans une seconde phase, donc ça c'était en octobre 2025, lors d'un exercice d'analyse et de relevé, alors que les étudiants mettaient en évidence la diversité des situations bâties et des appropriations habitantes, les images générées, donc il y a quelques étudiants qui ont pris l'intitulé de l'exercice et qui ont fait l'exercice avec l'IA, et d'autres l'ont fait sans IA. Il n'y avait pas de recommandation ni pour ni contre. C'était libre de choisir les outils pour les présentations qu'ils souhaitaient. Donc là, on a un exercice mené par une étudiante avec l'IA. Après, peut-être que l'IA est fait pour présenter les exercices. C'est un exercice sur les traces d'appropriation, relever des traces d'appropriation du bâti existant, mais dans ce cas, en fait, il a été constaté qu'effectivement, quand c'est fait à la main avec un travail de terrain, enfin à la main ou pas à la main, c'est pas la question, mais en tout cas avec vraiment un travail de terrain plus que donner une photo à analyser à l'intelligence artificielle. Dans ce cas, on était plutôt en présence d'images génériques qui tendaient à homogénéiser et à simplifier, tandis que l'observation in situ était plus riche, en tout cas sur les traces d'appropriation et aussi sur le vocabulaire qui est des questions posées. Alors, cette idée elle est importante pour comprendre la suite de la présentation, car si l'image joue déjà un rôle exploratoire dans la pratique du projet architectural, l'apparition des outils d'intelligence artificielle générative transforme profondément cette situation. On peut aujourd'hui produire des images très rapidement, et la question devient comment intégrer ces images dans l'apprentissage du projet, c'est pour circuiter les processus d'observation et d'interprétation qui sont au cœur de la formation des archives. Donc là, je vais parler du dispositif pédagogique expérimental que j'ai décidé de faire le jour où j'ai appris que Paris Belleville se positionnait pour, a priori, pour prendre la direction zéro IA. En fait, j'ai appris lors d'une réunion de laboratoire, du laboratoire ECROS, on a fait toute une série d'entretiens individuels chercheurs avec l'équipe de direction du laboratoire. Parce que moi, j'ai loupé le dernier séminaire enseignant du mois de janvier, mais j'ai fait donc un entretien avec la direction du laboratoire, et j'ai dit que je travaillais, que je venais ici et je me questionnais sur l'IA. Donc, sur une quarantaine de chercheurs du laboratoire ECROS, ils sont tombés des nues, ils m'ont dit: tu es la première à en parler. Et on t'informe que lors du dernier séminaire, on s'est positionné pour une école zéro IA, pour des questions environnementales, éthiques, etc. Et là, ça me fait que peut-être où je prends dans le débat, où je change les choses. Alors donc, à la suite de ça, j'ai décidé de saisir l'occasion que ce n'est pas encore complètement interactif pour faire un exercice avec les étudiants de licence.
Et donc, l'expérimentation, elle a été menée dans le cadre d'un atelier de licence en mars dernier, et ça porte donc sur un ensemble bâtiment ordinaire en contexte périurbain, qui s'appelle les Guillotières à Saint, et sur lequel donc, on travaille sur ce musée. L'objectif de l'exercice, donc, alors, on peut noter la répétition, une forme d'architecture assez répétitive et néanmoins des traces d'appropriation évidentes qui sont aussi intéressantes. Et puis la présence de la végétation, des objets de domestique sur les balcons, des dispositifs de protection solaire, des aménagements informatiques. Donc l'objectif de l'exercice, c'était finalement de développer la capacité des étudiants à observer et décrire précisément une architecture existante, à analyser la manière dont les systèmes d'intelligence artificielle décrivent et interprètent la même situation architecturale. On a fait un petit concours, une petite comparaison, et ensuite comparer les résultats produits par l'observation humaine et celles générées par les modèles algorithmiques. Donc l'intelligence artificielle était ainsi mobilisée non comme outil de production de projets, mais comme un instrument critique permettant d'interroger les écarts entre différentes formes de représentation. Il ne s'agissait pas d'évaluer la performance de systèmes IA, mais plutôt d'interroger la manière dont ces outils transforment notre rapport aux images architecturales. Donc le corpus repose sur un ensemble de photographies réalisées sur le site lors d'une visite de terrain. Et en fait, donc ici on les voit au travail, ils sont 2 par 2, donc j'ai 7 étudiants, ils sont 2 par 2 et ils produisent une description textuelle des photos. Donc ils décrivent ce qu'il y a sur les photos, un peu à la manière d'une notice peut-être architecturale de permis de construire, mais un peu plus approfondie. Je les ai plutôt orientés sur les indices d'appropriation, description de l'architecture, et des indices d'appropriation habitante. Donc, ils ont mis environ 1 heure. Je leur ai laissé 20 minutes, mais au bout de 20 minutes, ils m'ont dit « Ah non, 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 non. » Donc, ils ont eu 1 heure à 2 pour produire un texte d'environ une page de description. Alors, il faut savoir qu'ils utilisent l'intelligence artificielle avec beaucoup de précautions, et du coup, comme ils le font en cachette, ils ne l'utilisent pas bien. Ils savent pas, par exemple, ils ne savaient pas faire un prompt. Je me suis rendu compte en fait qu'ils ne savaient pas faire un prompt parce qu'ils sont obligés de se cacher. L'année dernière, ils ont eu une expérience amère. Il y a un enseignant qui leur avait donné un texte à faire, sans donner de consignes précises avec ou sans IA. Ils l'ont fait pour la plupart avec l'IA. Et en fait, le prof a passé les textes dans un outil de reconnaissance de l'IA. Et quand c'était plus de 70% d'IA détecté dans le texte, il avait décidé de ne pas corriger sans avoir prévenu en fait, les élèves avant. Donc, ils ont vécu de manière très injuste. En fait, avec ce jeu, t'as perdu. On t'avait pas dit, c'était de voir ce que tu allais faire. Donc, OK. Ils sont un peu craintifs et ils l'utilisent en plus, mais pas. Et donc, ils ont fait cette description un peu belle, mais factuelle, d'observation. Ensuite, on a créé le prompt, donc avec un enseignant, un rôle, une tâche, des objectifs et livrables. Donc, on a mis, je sais pas, une dizaine de minutes à rédiger le prompt ensemble, parce qu'on a expliqué aussi comment le principe du prompt. Et en fait, ils ont été bien sûr assez saisis de voir que leur description a été, la description d'IA a été assez similaire, voire supérieure, en tout cas supérieure en temps, bien plus rapide, et finalement pas tellement moins bien que ce qu'ils avaient fait en 1 heure, et en 2 minutes, ils avaient l'équivalent de leur travail. Ils ont très vite compris qu'en fait, l'enjeu n'était pas tant en fait que tu peux faire ton boulot à l'IA, c'est puisque l'IA travaille presque aussi bien que moi qui ont des tâches à faible valeur ajoutée, mais beaucoup mieux, beaucoup plus vite. Il est évident que si je vais dans un contexte professionnel, il n'y a personne qui va me payer pour faire ça.
alors qu'il y a un outil informatique qui peut le faire. Donc ça les a beaucoup questionnés plutôt en termes d'insertion professionnelle. Finalement, qu'est-ce que en fait, je ne serais pas payée pour faire ça dans un contexte professionnel. Donc, en fait, moi, personnellement, je trouve que ça tire plutôt vers le haut. C'est-à-dire qu'effectivement, sur les tâches à faible valeur ajoutée, du genre d'écrire une photo, t'es moins bon qu'il y a. Ça veut dire que pour que tu sois meilleur que l'IA, il faut trouver et accentuer les tâches sur lesquelles tu apportes vraiment une vraie expertise. Voilà. C'est ma contribution. Et alors après, on s'est amusé effectivement à générer des images en demandant à l'IA de nous renseigner aussi sur le poids. Car alors c'est intéressant aussi de se questionner sur l'unité dans laquelle on allait demander le bilan environnemental de notre travail. Alors on s'est questionné ce qu'on demande en heures en joule, en CO2, en kilogrammes de CO2, en degrés Celsius d'augmentation de température, en litres d'eau de refroidissement de cette beurre, et finalement, en fait, l'IA nous a répondu en équivalent distance d'un moteur thermique. Voilà, a priori, c'est l'unité qui est utilisée par les IA de faire leur bilan environnemental. Donc voilà, donc on s'est un peu amusé avec modération. Moi, mon credo, c'est qu'on est ici, on demande dès le départ, on fait une opération, on fait là, c'est cool. Vraiment, c'est responsable environnemental. Environnemental, c'est aussi ça. C'est être très précis, bien comprendre comment ça fonctionne pour le faire en une fois. Puis si ce n'est pas exactement ce que tu voulais, à la rigueur, tu retravailles dans Photoshop, alternative plutôt que de faire 50 fois le truc. Et donc, à partir de la description des étudiants, on a donc généré, on a pris le texte descriptif des étudiants et on a donné un IA générer des images. Donc, ça donne ce genre de choses. Et ensuite, à partir de la description faite par l'IA, on donner un niveau génératif pour produire. Donc, on voit que là, c'est un peu plus standardisé, mais aussi, on s'éloigne plus du bâtiment d'origine. Alors, il y a des IA aussi qui ont sorti des choses très différentes. Bon, après, bien sûr, il y a les biais et comment l'IA a déjà été utilisé par l'utilisateur, et il récupère dans sa mémoire les biais, même si je leur avais dit dites-lui de ne pas se servir de la mémoire et des biais des images que vous avez déjà faites. Alors là, c'est donc Euria qui propose des images peut-être plus en Suisse. Et donc, on a d'autres angles avec les commerces, aussi des commerces dans ce quartier. Et du coup, avec des images qui s'éloignent énormément du bâtiment de l'origine. Ce qui est à la fois alors ce qui est à la fois un peu troublant, mais aussi les étudiants ont compris que en termes de génération, de brainstorming pour le projet, c'était aussi intéressant. Alors, la conclusion, les étudiants ont observé entre description humaine et algorithmique, entre les images plus situées et des images normalisées, montrent que ces outils ne reproduisent pas la réalité construite, mais mobilisent aussi des archétypes issus de vastes ensembles de données visuelles. Les images générées correspondent ainsi davantage à des modèles statistiques d'architecture qu'à vraiment des situations concrètes et situées. Là, je réponds aussi un peu à Salitri qui se questionnait sur le relevé, parce que moi aussi, ça me questionne le relevé il y a. Et en fait, dans ce contexte, l'enjeu pédagogique n'est pas seulement d'apprendre à utiliser ces outils, mais de renforcer la capacité des étudiants à observer, décrire et interpréter des situations construites complexes en mobilisant l'IA comme contre-champ critique. Loin de remplacer le regard architectural, les images générées peuvent contribuer à en révéler les conditions limites,
à condition qu'elle soit systématiquement confrontée au relevé, à la description et au diagnostic in situ. L'expérimentation présentée inscrit l'intelligence artificielle non comme générateur automatique de solutions, mais comme agent heuristique, outil de brainstorming, révélateur de cadres invisibles et déclencheur d'hypothèses inattendues. Elle appelle aussi une sobriété d'utilisation en évaluant son impact environnemental pour chaque tâche. L'enjeu pédagogique consistant à déplacer la production d'images de statut de finalité vers celui d'instrument critique. Cette démarche propose ainsi de déplacer le déterminisme technologique pour faire de l'IA un levier d'apprentissage réflexif, ancré dans la transformation située de l'existant. Et dans cette perspective, les images générées par l'intelligence artificielle ne remplacent pas le regard architectural, elles peuvent au contraire contribuer à en révéler les conditions et les limites. L'enjeu pédagogique devient alors de transformer ces technologies en instruments critiques, capables d'enrichir plutôt que de simplifier la formation du projet architecture. Je vous remercie. Je vous propose qu'il y a des questions. Après la présentation des concours, on condense les deux. C'était ça qui était prévu dans le programme. D'accord. Merci également pour l'organisation, pour l'organisation et aussi pour nous inviter à présenter cet exercice. Ça me génère en fait l'occasion de une synthèse de cet exercice qui a déjà et moi, je vais te présenter tout de suite parce que vous voulez parler à Bogota et faire des matins là-bas. Donc, c'est un exercice qu'on a développé en 2022 dans le cadre d'un master qu'on dirigeait avec Carlos qui s'appelle Construction et Conception expérimentale. Donc, je vais commencer par décrire un peu les contextes pédagogiques et scientifiques de cette expérience qu'on a fait. J'ai la plus scientifique, mais je ne pense pas que c'est vraiment un contexte scientifique que la météo. Après, je vais expliquer l'exercice qu'on a proposé aux étudiants en termes de ses objectifs et méthodologiques. Et voilà, je vais finir par présenter un peu le sommaire des résultats et quelques conclusions qu'on a tirées des expériences. Et donc, il faut commencer par dire que dans cette formation de master dans laquelle on a développé l'exercice, on s'intéresse notamment, comme le nom du master l'indique, à une approche expérimentale qu'il faut comprendre à double titre comme la recherche de nouvelles formes esthétiques et techniques en architecture. Et voilà, on s'intéresse notamment aux questions sur des systèmes constructifs, des nouveaux matériaux, des méthodes de conception de géométrie, mais aussi en termes pédagogiques sur une approche d'apprentissage expérimental. Donc, avec un très fort sur le travail à partir des prototypes, la fabrication à l'échelle réelle des objets dessinés dans les exercices pédagogiques. Les images à droite n'ont rien à voir avec ce que je vais présenter aujourd'hui, mais permettent de montrer un peu cette double approche s'approprier des techniques, s'approprier des manières qui sont innovateurs de construire et de les tester à travers l'expérience avec la matière et à travers la fabrication.
Donc, après, il y a ce que j'ai appelé les contextes scientifiques, mais je ne suis pas sûr si je dois l'appeler comme ça. Et là, il y a un antécédent qui est très important à mentionner. On est en octobre 2022. Et 3 mois après la sortie des Journaux, on était aussi, il n'y a pas longtemps, avant aussi, était sorti Dali. Et nous, on fait partie de ces gens qui passent des semaines entières à générer les choses. Parce que je pense qu'on était face à un temps qui était un peu magique. On était un peu fasciné par la chose. Donc, on avait commencé à faire ces expériences-là. Et justement, c'est la sortie de ces outils-là qui ont rendu, pour nous, très difficile le travail des gens comme les gens Mathias Delcamp ou Litch, qui depuis quelques années avant avaient commencé à travailler notamment avec les systèmes de génération d'images avec hein. Et, et je pense que c'est grâce à ces boss qui a fait la sortie des journaux que quelque part oui, les systèmes génératifs sont devenus les jouets des architectes dans le milieu, qui travaillent dans le milieu du numérique. Et, et c'est aussi dans ce contexte-là que Nejdich, qui est un des théoriciens d'architecture qui a beaucoup travaillé sur la question de l'intégration des liens dans la fonction, a dit, dans 10 ans, c'est la fin du jeu pour les architectes. Donc, là, on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? Et là, il y a une interrogation qui mentionnait tout à l'heure quelqu'un, parce qu'on est dans ces domaines de la grande interrogation, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Et du coup, on s'est dit, OK, comment on va essayer de donner du sens à ces outils-là dans notre travail comme architecte, dans notre travail comme enseignant de l'architecture. Et du coup, on s'est dit, on a un master en construction et construction expérimentale. On va explorer, on va tester la chose pour voir qu'est-ce que ça fait. Donc, on a imaginé ces projets qui a comme question de fond, qu'est-ce que c'est vraiment un jeu, et dans lesquels on a demandé à nos étudiants de résoudre un des projets qu'on faisait typiquement dans le master, mais à partir de la définition d'une méthode ou un flux de travail qui intègre la génération d'images avec les journées dans la boucle. Donc, on a proposé ça. D'ailleurs, nos étudiants à l'époque ne connaissaient vraiment pas du tout cette question-là. En fait, on a commencé par les montrer des images qu'on avait générées. Et on savait, proposer, nous, on s'amusait beaucoup à faire des hybrides entre satellites et subdome, dans un pays tropical, parfois, des choses comme ça. Donc, on a montré des images et ça fait réagir à ces images-là. Et quand on leur a expliqué que c'était une machine qui avait fait en quelques secondes, ils étaient assez étonnés. Et on les a demandé qu'est-ce que vous allez faire face à ça. Non? Et on les a montré aussi la conférence des pitch, un peu pour les faire penser sur la question. Donc, en revenant sur notre méthode de travail, donc on les a proposé de créer sa méthode. On les a proposé de choisir un programme architectural parmi des options
pour développer des dispositifs dans les campus de l'université. Donc, vous allez voir les projets qu'on fait en fait dans le master. Et c'était plus proche du design des dispositifs et de l'architecture parce qu'on s'intéressait à la question constructive et qu'on voulait aboutir à un projet qui s'est construit à l'échelle réelle, on était plutôt dans cette dimension-là. Et bon, une fois qu'ils avaient sélectionné le programme, ils devaient facilement développer leur projet en appliquant la méthode décrite pour arriver finalement à un projet de prototypage fabrication des logis conçus. Et en particulier dans ces cas-là, avec l'usage des techniques de fabrication CNC avec des panneaux donc voilà, je vais montrer un peu les résultats et je vais commencer par dire qu'il y a quelques éléments qui sont communs à toutes les explorations faites par les étudiants. D'un côté, systématiquement, ils sont tous travaillés un peu avec les mêmes jeux de données. J'espère que c'est aussi j'arrive à penser à travers ces des diagrammes, mais c'est pas terrible pour les présentations, mais bon, c'est un train de dire, ils ont tous produit le même type de jeu de données, c'est bien sûr les mots-clés pour créer les images. Les images générées à partir de ces mots-clés. Et la traduction de ces images en hypothèse formelle qui éventuellement finissent dans un projet définitif avec, dans quelques cas, des protocoles de validation de la forme architecturale reçue. Et il y a un autre aspect qu'on a retrouvé dans tous les exercices, c'est que systématiquement, ils ont utilisé l'IA un peu pour soutenir des projets dans les cadres divergents, convergents, c'est-à-dire comme outil des pensées divergentes, comme une démarche exploratoire consistant à imaginer différentes réponses possibles à un problème qui n'est pas très bien structuré, ou bien comme outil des pensées convergents, plutôt comme outil pour définir une posture analytique visant à identifier une solution logique et cohérente à partir d'un problème très clairement structuré avec des objectifs très clairs. Donc, les projets qui sont développés, ils basculent entre les deux approches, des fois très convergents, des fois plutôt divergents et assez hybrides entre eux. Donc, rapidement, je vais montrer les flux de travail définis par quatre projets qu'on a développés. Dans ce premier cas, les étudiants ils ont imaginé une sorte de système de conception circulaire dans lequel ils commencent par définir une idée du projet à partir des choses comme des types d'objets imaginés, des textes dans lesquels cet objet s'inscrit, les matériaux qu'il peut utiliser, mais aussi en intégrant des questions un peu plus abstraites, justement, avec l'idée de peut-être faire émerger des choses inattendues. Donc, c'est dans cette logique de travail, il commence justement par créer une série d'images qui sont sur lesquelles on travaille, en fait, sur lesquelles on commence à identifier quelques éléments qui sont synthétisés dans une première hypothèse formelle qui ont l'idée de créer une sorte de module constructif pour fabriquer un
dispositif plus grand, mais qui n'est pas tout à fait la réponse au problème. Donc, c'est à partir de la description de cet objet et l'inclusion d'autres éléments, comme par exemple la déclaration à un programme, des intentions formelles ou des ambiances souhaitées, qu'on lance des productions visuelles, des séries de production d'images, à partir desquelles également on commence à identifier des éléments qui se traduisent finalement par une idée architecturale qui est considérée comme valide et à partir de laquelle on devait dire qu'un projet, où il va à la construction, un prototype à l'échelle réelle dans ces modules constructifs. Dans un deuxième exercice, on part, bien sûr, encore une fois, de la définition de l'objet. Mais ici, en fait, la question qui se pose aux étudiants, c'est comment créer le content. Parce que ça, c'est une question, Vanessa, je disais tout à l'heure, une grosse partie de la réflexion, c'est comment j'arrive à parler à une machine pour arriver à quelque chose que je souhaite obtenir. Donc, ici, ils ont imaginé une matrice générative des comptes, en fait, dans laquelle ils mettent en place, on le voit ici, ouais, on décrit des critères du projet, on décrit des caractéristiques du site et des caractéristiques d'usage du projet, qui permet de créer une matrice en fait de compte par rapport à ces éléments de la matrice. Et de cette façon, pour chaque élément de la matrice, il sélectionne une certaine géométrie qui permet de créer une idée de projet, qui est par la suite analysée selon une matrice d'analyse aussi, dans laquelle ils analysent l'objet en termes de constructibilité, en termes de coûts, en termes de en termes de adaptabilité, mais qui ne pas très loin. Pour dire, OK, voilà, à partir de ces solutions-là qu'on a obtenues, on a une qui nous convient, et pareil, ils arrivent à travailler à partir de cette idée pour arriver à un objet qui est également défini en termes de sa forme et de sa constructibilité. Ici, on a un troisième exemple dans lequel les étudiants ils se sont dit on va travailler sur deux phases de projet. Une chose qu'on appelle la schématisation et une autre chose qu'on définit comme définition physico-spatiale de l'objet. Donc là, il commence par une définition du problème dans une logique très convergente, c'est-à-dire on décrit l'objet en termes d'usage, en termes de programme. Et à partir de cette description, on arrive à une première hypothèse formelle qui nous donne des idées sur la forme à désigner à fabriquer. Et après, on passe à une deuxième précédente. On passe à une phase plutôt divergente dans laquelle on dit, OK, on va essayer de déduire à partir de l'objet, de cette phase de schématisation,
on va essayer de trouver des idées pour le développement du projet. Donc, c'est pour ça qu'il s'arrive à une sorte de réflexion autour de la géométrie polyédrale qui, par la suite, traduit dans une recherche géométrique qui aboutit à cet objet dans la dernière image. Et un quatrième exercice qui travaille plutôt dans une logique très, très différente et qui dit nous, ça ne nous intéresse pas d'écrire ce qu'on veut, on va essayer plutôt de trouver l'architectural à travers la construction des séquences lexicales non positionnelles, c'est-à-dire on met des mots, ça n'a rien expliqué vraiment ce qu'on veut. Et à travers la création d'images, on découvre une idée à développer. Donc là, en fait, ce qu'ils ont trouvé comme résultat, c'est quelque chose qui ressemble un peu à le monde qui s'est révélé une idée qu'ils ont voulu explorer en termes de projet. Donc, une fois qu'ils sont arrivés à cette idée, on veut faire un objet qui comme le système logique, grandit à partir des sports qui sont répartis sur un espace et déterminées conditions. On explore cette idée pour faire une architecture un peu modulée qui grandit de manière progressive pour arriver à cette idée qu'on voit dans la dernière page. Donc, en conclusion, on s'est dit que cet exercice était très intéressant en termes de la pédagogie expérientielle, et dans la mesure que ça nous a fait découvrir des résultats d'apprentissage qu'on n'a pas prévus, parce qu'on ne savait pas ce qu'on était en train de faire. Mais en même temps, on s'est rendu compte que ce type d'approche pouvait être un outil intéressant de soutien à la construction d'architecture. Donc, si je peux me permettre de dire une question, je vais avoir encore peut-être 5 minutes. Ouais. Donc, OK. Donc, en tant qu'outil pédagogique, on s'est dit que l'exercice a permis aux étudiants de prendre conscience que tout processus de conception repose toujours sur une méthode. Et en effet, pour répondre aux objectifs proposés, ils sont dû rendre explicite la manière d'aborder les processus de conception afin d'imaginer, d'expliquer et d'appliquer une procédure intégrale des outils IA dans le flux de travail. Et dans ce sens-là, les produits de l'exercice n'est pas vraiment l'objet dessiné, mais plutôt les processus conçus pour parvenir à ces solutions. Et par ailleurs, l'intégration des systèmes IA, des types texte ou images, même à cause de la façon dont ils fonctionnent, a conduit naturellement les étudiants à imaginer des protocoles impliquant la claire articulation d'une idée de projet. Et en fait, cette spécificité des outils mobilisés nous a permis de mettre en évidence l'importance de la définition d'un concept comme élément central de l'expérience projectuelle. Ainsi, en mobilisant la conceptualisation d'un problème comme le sens du projet architectural, l'exercice de concevoir par les mots s'est révélé un moyen efficace pour amener les étudiants à explorer le design comme un construct intellectuel. D'autre part, en tant qu'outil pour la conception, on a vu que l'intégration des l'IA s'est concentrée en grande partie sur la génération d'images, traduisant un concept ou une idée de projet. Dans le travail des étudiants, ce processus remplace d'une certaine manière le travail d'esquisse, qui, dans l'exercice de design relationnel, constitue souvent le point de départ du travail de conception. Et à ce stade, on peut se dire que configurer la machine, cet aspect pourrait être une forme de limitation du champ d'action du designer, mais on peut aussi se dire que
on peut considérer cette approche comme un levier d'élargissement de la pensée. En effet, dans les flux de travail imaginés par ces étudiants, l'interaction avec l'IA permet d'explorer en un peu de temps un grand nombre d'idées qui ne sont pas les fruits de la mission ou de l'expérience d'une seule personne, mais de l'apprentissage accumulé par les systèmes à partir d'une base de données poussée d'une large d'un large ensemble d'images, incluant bien sûr des bibliographies, des dessins, des schémas, une grande variété de projets architecturaux. Donc, d'une certaine manière, on peut considérer qu'est-ce qui s'est avec une IA générative revient de faire à partir d'une grosse masse de connaissances accumulées. Donc, à un niveau transalimentaire, on peut penser que cette approche peut être comme une sorte d'antidote face au syndrome de la page blanche, ce qui a été le cas sans doute pour certains de nos étudiants. Mais au-delà de la production d'images croquis et dans les exercices que je vous ai montrés, l'usage de l'IA a aussi permis d'activer d'autres dimensions du processus de construction. Par exemple, dans les protocoles développés par les étudiants, la génération automatique d'images s'est révélée être un outil pertinent pour rendre un référent architectural dans les exercices 1 et 2, ou pour faire émerger un thème de recherche dans l'exercice 3, ou dans le cas de l'exercice numéro 4, pour élever une idée qui était initialement au centre de l'intention du concepteur et qui devient le centre d'exploration du projet. Et donc, dans chacun de ces scénarios, il y a bien sûr un degré de délégation à la machine, mais plus que dire que la machine fournit des solutions, le travail avec l'IA, c'est surtout une manière d'ouvrir un champ de recherche sur les projets. Donc, il ne s'agit pas de déléguer les designs à la machine, mais plutôt un exercice de co-conception avec eux. Et pour finir, on s'est dit que c'était quand même intéressant de voir comment cette manière de travailler était un peu en amont de ce qu'ils font les systèmes génératifs, dans le sens que dans le projet développé par les étudiants, l'IA permet de faire une génération de prendre cette information qui permet d'arriver à un projet à la manière des systèmes génératifs, en tout cas, qui travaillent dans la réduction progressive. Et pour finir, en revenant à la réduction des pitch, cette expérience nous a révélé un champ d'expérimentation très intéressant pour activer une nouvelle façon de pratiquer et d'enseigner l'architecture. Ainsi, plutôt que d'annoncer la fin du jeu, on considère que l'arrivée des l'IA semble brûler des consommateurs de pratique. Et si on pense qu'il y a un essai qui peut-être pas la fin du jeu, il transforme profondément la réalité. Alors, on va conclure avec cette image qui l'arrivée de l'IA ne nous impose pas en termes de jeu, mais on voit la forme de jeu vidéo à et donc, juste vraiment pour finir, je crois que c'est important oui, dans le cadre de réflexion sur la formation du futur architecte, ça a été évoqué ici avant, c'est fondamental d'aborder la question de l'IA ou des positions personnelles pour bien voir. Et bien sûr, dans le processus de conception, mais de manière plus large, en termes de ses impacts dans la profession et dans la société en général. Ça, est-ce que tu pouvais venir? Bon, on va limiter à 40 questions.
Merci à tous les deux pour vos interventions. Alors, est-ce qu'il y a... Oui, il y a des questions. Je vais commencer. Merci pour vos deux présentations. Et j'ai une question pour vous deux, en fait. La réponse, je la donnais. J'ai commencé, comme d'autres, très, très tôt aussi avec les étudiants et j'ai vu qu'il y a quand même des générations. C'est-à-dire, c'est semestre après semestre, les groupes d'étudiants que l'on a réagissent et agissent différemment vis-à-vis de ce qu'on entend à travailler. La première, premier groupe, je dirais, la première fois, il y a eu une espèce de paralysie. Les étudiants me disaient, mais c'est tellement fort ce qui sort que je ne me sens pas capable d'enchaîner derrière. C'est déjà trop. Bon, après, il y a eu une deuxième génération qui progressait énormément et tout l'enjeu, c'était de les maintenir sur un flux conceptuel et unique, c'est pas dans toutes les directions. Et dans les dernières itérations, et là, un workshop en février, l'enjeu, c'était plutôt de dire attention, ce n'est pas parce que ça ressemble à quelque chose qui est déjà fini que c'est déjà fini. Mais aussi l'idée de que c'est. Alors, j'ai deux questions par rapport à ça. Est-ce que vous avez perçu le même type de cheminement ou est-ce que vous avez vécu d'autres types de cheminement? Et par rapport à surtout la question, c'est par rapport à la méthodologie. Parce que nous, en fait, on comprenait les exercices parce qu'ils étaient toujours adossés à une recherche qui était faite, et je me prends en synthèse sur le sujet. Donc, on calibrait les exercices pour quels étaient les résultats pour synthèse. Est-ce que vous pensez que la méthodologie que l'on propose influe quand même fortement comment est-ce qu'on peut desserrer, enfin, quel est comment vous percevez l'enjeu comme ça de resserrer la méthodologie, au contraire de l'allitérer, sachant qu'effectivement, il manque un peu de formation de base. Je pense qu'il y a une question, c'est comment ça a changé à travers le temps, la manière et d'autres par rapport à la méthodologie. Donc, pour la deuxième question, malheureusement, notre master a été fermé. Tellement des étudiants, donc on n'a pas pu faire beaucoup plus par la suite. Mais par rapport à la méthodologie, dans les cas, tous les projets que j'ai montrés, on était tellement face à un temps plus bon on n'a pas pu poser des méthodologies vraiment. On a vite imaginé une méthodologie de travailler avec. Et ça c'était très intéressant, parce que c'était face à une chose, c'est littéralement explicite la manière dont il dessinait, ce qui n'était pas clair avant, pour pouvoir imaginer un processus. Donc, je pense que dans ces cas-là, justement, plus que comprendre, c'était de donner une possibilité d'élargir un peu la manière dont on fait l'exercice projecteur. Alors, pour la question de génération, je pense qu'on c'est intéressant peut-être encore pour moi, en tout cas, de voir ça. Ce que je constate, c'est que même déjà en troisième année et sur master, il y a un formatage de la manière d'aborder le projet qui fait que l'image arrive à la fin. C'est établi que l'image, ça doit être genre la dernière semaine, tu fais l'image du projet. Et moi, ça fait des années que, justement, en vertu du fait qu'on travaille sur un bâtiment qui est déjà existant, j'essaie d'inverser ce processus de projet pour dire, mais l'image, en tout cas la préfiguration, n'arrivera pas à la fin. Même, je prends des façons de tourner, de l'introduire dès le début. Mais après, effectivement, ça peut être difficile de s'en détacher. Donc, l'introduction d'IA dans cette démarche, c'est plus sur des individus, on va dire,
prenne la décision d'utiliser, que je laisse la liberté des outils. Tu peux faire l'aquarelle, tu peux faire un collage, tu peux faire ce que tu veux, et y compris utiliser les outils de la générative. Donc, c'est plus, voilà, les étudiants qui le saisissent comme un outil à explorer. Et sur, ça c'était très intéressant, en fait, la construction du cadre, c'est presque plus intéressant effectivement de construire le cadre que d'avoir une étude. Donc, collectivement, comment on construit la manière dont on va utiliser l'outil. C'est pour ça que là, l'expérimentation était super intéressante. Mais voilà, développer, peut-être que l'outil naturel fermé. Merci. Alors, c'est vraiment une question, donc peut-être pour c'est plus une observation par rapport aux deux interventions qui ont été faites, et surtout la seconde, notamment parce que il y a un accent plus fort qui a été mis sur la granularité du flux de travail. Mais en fait, c'est plus, je suis peut-être influencé par le fait que je vais parler de hallucination tout à l'heure, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à regarder ce process de moi, de trouver que ça ressemble quand même, dans la structure générale, à de la modélisation paramétrique. Savoir que finalement, même si c'est beaucoup plus souple à l'usage, dans la mesure où on établit des règles et on pose des contraintes qui sont exprimées en langage naturel et pas en langage de programmation, mais il y a quand même quelque chose de cet ordre-là, il y a un ajustement progressif. En fait, ça nous amènerait c'est juste, voilà, je pose ça comme ça nous amènerait peut-être à caractériser l'apport de l'IA comme étant ce moment où justement il y a un dépassement de la contrainte posée, puisqu'il y a un déterminisme qui est beaucoup moins fort que dans la modélisation paramétrique, où voilà, plus on bouge de là à là et pas plus. Donc peut-être voilà, peut-être que ça sera implémenté. Merci. Merci pour vos deux informations. Les pieds dans le plat, on peut mettre les pieds dans le plat complètement. À Nancy, on a plein de collègues qui sont assez ouverts, mais il y a aussi des moments de friction, enfin de vraies grosses frictions, typiquement récemment là, sur une soutenance de MFE, ça s'est produit aussi parce que les étudiants l'utilisent aussi en texte. C'est à tel point que certains enseignants refusent de corriger, c'est exact. Et une des craintes qui est mentionnée, c'est la dépendance potentielle des étudiants, on va dire leur incapacité potentielle à pouvoir encore penser, écrire, produire, faire des documents, etc. sans l'ensemble d'outils. En tout cas, voilà, c'est ce que un certain nombre de collègues évoquent. Et à la fois, moi, je vois vraiment l'intérêt, c'est peut-être que vous les avez présentés. Et en même temps, il y a peut-être la question des générations d'études. Parce que là, les étudiants sont en master à concevoir 100 milliards. Et là, ils peuvent utiliser de façon qui est pertinente et ils ont ce qu'on est là. Mais on va commencer à avoir des générations d'études. On va avoir accès à l'IA qui l'utilisent. Et c'est un peu difficile. Je ne sais pas comment vous positionnez par rapport à ça, comment on intègre. Est-ce qu'il n'y a pas des temps dans lesquels on apprend à faire des choses sans utiliser l'IA, ou alors on apprend à utiliser l'IA pour apprendre, parce que ça se fait en informatique notamment. Voilà, comment vous positionnez par rapport à ça? C'est une question pas évidente. Oui. Déjà, je pense que rencontre pour cette d'aujourd'hui. Moi, il n'y a pas une réponse toute bête. Il y a par contre deux positions sur lesquelles moi je ne suis pas forcément d'accord avec mes collègues.
c'est-à-dire apprendre les étudiants pour des enjeux. Déjà, genre qu'ils ne seraient pas capables de se rendre compte par eux-mêmes que c'est vraiment que faire cuit et ça y est, c'est bon, il faut faire autre chose. Je pense que c'est important de prendre les étudiants comme ils sont en droit de l'être, heureusement. Et la deuxième, ça serait effectivement de poser collectivement en fait, la question des outils, des apprentissages. Quelle place on accorde au dessin à la main, à l'écriture, sans idéal, à la conception, et voilà, et d'avoir comment des outils à disposition, mais pas limite outils à disposition non plus. Enfin, je veux dire, après, ça, on peut remonter très loin. Est-ce que les enfants à l'école primaire peuvent encore apprendre à lire s'ils ne font que dicter des contes, lire ou écrire? Est-ce qu'à la maternelle, ça sert encore à quelque chose de faire de la peinture, vu que l'IA peut faire du coloriage? Bon, heureusement qu'on ne se pose pas la question comme ça. Oui, pourquoi je ferais ce coloriage, puisque l'IA, je le clique et c'est bon, il est colorié. Tu vois. Donc, je pense qu'on peut quand même encore expliquer pourquoi c'est important d'apprendre à dessiner à la main, d'apprendre à observer, de faire des photographies, et de concevoir aussi des maquettes. Voilà, il y a plein d'outils qui permettent de continuer à concevoir de manière un peu plus traditionnelle aussi. Je sais pas si c'est... Moi, je ne sais pas, en fait, je ne sais pas, en fait, des fois, je me dis que c'est cool, des fois, je me dis qu'on parle de première génération d'apprenti. Je n'ai pas une idée claire par rapport à ça. Mais moi, je me suis poussé la question avant, parce que moi, j'ai fait du design computationnel, j'ai travaillé beaucoup avec des systèmes d'analyse. Voilà pourquoi j'ai l'impression que je c'est une définition des troubles. Mais oui, quand j'enseignais, par exemple, tu vois, avec moi, j'ai laissé quand même les étudiants ils doivent apprendre à dessiner avant d'utiliser des outils informatiques pour faire du dessin. Euh, donc, des fois, je me dis que si il y a des choses qu'il faut apprendre avant, c'est mettre à des choses qui éventuellement peuvent aussi nous remplacer. Mais dans cet exercice-là, par exemple, on va trouver génial, c'est que les étudiants, il faut conceptualiser des projets. Et ça, c'était pas évident. On ne faisait pas des liens avec. Donc, parce qu'il faut une réflexion, c'est sûr. Mais L'intérêt, ça va être que notre travail, ça va peut-être être déguisé encore plus qu'avant l'esprit critique. Ça va être vraiment voilà, là-dessus qu'il va falloir nous aussi remonter seulement à concevoir le projet, mais à justement comment naviguer, comment réfléchir, penser et choisir, arbitrer des choix parmi les images, les manières de travailler, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelles sont les implications? Comment on choisit? Ça va être intéressant, moi, je pense. Mettre en question par rapport à la manière dont nous, génération d'enseignants, on a été formés. Alors, il y a une question tout autour. Contre le mur du fond. Et donc, c'était quoi la question chez nous? Merci déjà de vos interventions et de vos explications, je trouve extrêmement intéressantes. Alors, du coup, vous venez d'aborder la question que je voulais aborder. C'était justement comment est-ce que vous abordez avec vos étudiants l'esprit critique de ce qui est produit par l'IA? Est-ce qu'ils ont conscience de ce qui se passe derrière? Et notamment peut-être du risque de plagiat qu'on fait quand on utilise l'IA sans en avoir conscience, de savoir d'où sortent en fait ces images, comment elles sont produites.
et d'être capable aussi d'analyser une fois que l'image est produite, en quoi ça correspond à quelque chose, peut-être même d'utiliser l'IA pour analyser un peu ce qu'elle a produit elle-même. Enfin, comment est-ce que vous vous posez ces questions-là? C'était ma première question. Et je vais aborder une deuxième question, ou peut-être une piste de réflexion que je trouve assez intéressante. C'est que aujourd'hui, on parle de former ou pas former à l'IA. Et en fait, de dire bah, l'IA, elle vous empêche de réfléchir, etc. Et moi, je suis de ceux qui croient que l'IA va vraiment nous amener, au contraire, un recul différent et une prise de position différente. Mais que pour ça, ça peut passer aussi par un retour du dessin à la main. C'est-à-dire qu'au lieu d'être verrouillé dans un logiciel informatique, l'IA pourrait nous permettre d'explorer des choses à la main et de les retranscrire dans ce qu'on peut faire en informatique. Et donc, finalement, de se libérer de l'emprise qu'avaient les logiciels. Et est-ce que c'est quelque chose que vous avez abordé? C'était ces deux questions-là, Jeanne. Alors, je commence par la deuxième partie, c'est-à-dire est-ce que on pourrait effectivement libérer la main, libérer la créativité grâce à l'IA. En fait, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait du temps et libéré par l'IA. Moi, c'est un peu la question que je me pose. Sinon, par exemple, la production d'une image, on passe d'une journée de travail à 1 heure. Qu'est-ce qu'on va faire du reste du temps? Et moi, je suis de ceux et celles, je pense, qui pensent que tu peux réinvestir le temps gagné grâce à l'IA pour approfondir la réflexion, pour avoir plus de recul critique et pour aller plus loin. Donc, si c'est repassé effectivement par des phases de recherche à la main, on ne faisait plus parce qu'on est écrasé par le fait qu'il faut tout de suite faire l'informatique, parce qu'il faut avoir tel jour à telle heure et tout. Je pense que c'est une piste. Et moi, personnellement, j'utilise aussi l'IA pour me critiquer. Pour pas me brosser dans le sens du poil, et pour me dire des vérités que j'ai besoin d'entendre et que je ne vois pas, que ça soit en termes de conception, de réflexion, même, je sais pas, sur plein d'aspects personnels. On peut aussi l'utiliser comme un regard critique, effectivement, plus ou moins sans concession. Donc, je pense que ça, c'est aussi un intérêt. Alors après, à travailler avec les étudiants, comment configurer finalement le chatbot qui va remplacer la prof. Moi, je me pose aussi la question. Franchement, en quoi l'IA va ou pas remplacer les enseignants? Pratiquement, mais aussi pour nous. Enfin, moi, je pense pour me tirer vers le haut, c'est-à-dire qu'il y a un moment où, après plus d'une quinzaine d'années d'enseignement du projet, j'en ai marre de répéter toujours la même chose. Donc, je me dis, est-ce qu'à un moment donné, je m'enregistre, je commence à faire des fiches méthodes, des trucs comme ça, et je ne répète plus. Vous allez voir. Ou alors, le chatbot adossé à une base de données, tu ne sais pas qui est Michel, je ne sais pas de quoi, besoin de... Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être dans l'enseignement du projet finalement posées? Et ça, c'est une super question parce qu'en fait, on a peu de manuels pour enseigner, de vrais manuels pour conception architecturale et comment transmettre, ça reste encore très artisanal, un peu. Alors que là, on a l'occasion justement de poser des données, des savoirs, à les organiser de manière peut-être un peu construite, justement pour éviter de répéter toujours la même chose et profiter de ce temps gagné pour aller plus loin, plus recul. Moi, je peux peut-être réagir à la question du plagiat. Je pense que dans ces genres de démarches, on est au-delà de cette question. Parce que je crois que des connexions pour travailler avec Chine, vous savez, bon, j'assume qu'on travaille
des bases, des connaissances des soldats pour les suivre. Et en plus, dans ces cas-là particuliers, ce qui est fait, c'est les processus. Donc, il ne s'agit pas d'arriver à un objet qui est agrandissant ou quoi que ce soit. Il s'agit plutôt de réfléchir à la méthode. Donc, au moins pour ce cas particulier, ça ne se pose pas comme questionnement. Et si quelqu'un décide de copier la méthode des camps, parce que c'est génial, il peut le faire, mais sans doute il va arriver à un résultat qui est autre. Bon, voilà. Si je peux me permettre, moi je t'oppose dans la mesure où il y a énormément d'architectes qui sont accusés de plagiat parce qu'ils faut utiliser l'IA ces dernières années. Ça existait avant, ça a toujours existé. Les procès en plagiat comme architecte, ça a toujours existé. Et donc, c'est juste une espèce de façon d'accuser l'IA de causes supplémentaires, mais on verra toujours. Et c'est quelqu'un, par exemple, en développeur informatique, il y a eu un projet qui était un plagiat opératif, ça fait le reste. Mais ce que je trouve quand même questionnant, c'est que dans le cas où il y a des productions par exemple, des architectes qui ont réellement plagié quelque chose sans le savoir, en croyant avoir créé une œuvre C'est une originale. question de culture. C'est une question de culture personnelle. C'est pas une question d'implément. C'est une question de dire est-ce que j'ai assez de connaissance de culture pour savoir si ce que je produis est quelque chose. Tu peux me permettre, c'est un peu Pierrot. Ouais, c'est au sortir. Mais dans le sens où il n'est pas. Dans cette phase. Ouais, plus exactement, dans la mesure où, certes, évidemment, c'est toujours bon de savoir des choses, mais après, je pense aussi que, et il me semble qu'on ne peut pas dépolitiser la question, à savoir que les gens d'une part d'IA sont généralement ceux qui nous entendent, intérêt à nous entendre, et qui donc escamotent, parce qu'ils essaient de nous faire croire que c'est de l'intelligence, de l'artifice, qui escamotent le fait que ça n'est jamais que des moyennes statistiques formées sur des bases de données d'images plus ou moins volées, enfin toujours volées, mais plus ou moins discrètement. Et donc, je pense, enfin, il y a peut-être la nécessité de s'informer sur l'IA. Je pense qu'il y a vraiment une particularité du phénomène-là et de la manière dont ça évolue aujourd'hui sur ça. Enfin, je suis d'accord sur le fait que le plagiat a toujours existé. Maintenant, les conditions, les implications de ce plagiat sont différentes. Enfin, on a quand même une spécificité qui m'a été pensée. Quand je parle, quand même, enfin, vous sachiez pourquoi je fais ce positionnement-là. Je suis présidente des architectes de la rénovation au niveau national et c'est un problème qu'on a rencontré de manière très concrète chez plusieurs adhérents de l'association qui ont plagié des projets banaux. Donc, ce n'est pas une question de culture architecturale, notamment un de mes copains qui a fait une médiathèque et en fait, il a voulu créer l'image de la médiathèque avec l'IA et en fait, c'est une médiathèque qui existe. Et la médiathèque, elle ressemble comme deux couteaux, l'image lui a plu, il l'a fait, et plagiat, et en fait, réellement plagiat. Sauf qu'il n'y a aucune intention de sa part de plagier. Et là, je ne parle pas de choses possibles, etc. Je parle d'expériences qu'on rencontre dans la vraie vie de manière fréquente, et je trouve que la question doit se poser. Et l'autre question qui se pose aussi, que je crois qu'on ne peut pas évacuer quand on parle de l'IA, c'est la question des droits d'auteur. Et en fait, il faut savoir qu'il y a aussi des clients de plus en plus qui quittent nos projets, qui suppriment le logo et qui les utilisent. Et en fait, des architectes se défendent pour protéger leur propriété intellectuelle. Et si ça a été généré par l'IA, vous n'avez pas la traçabilité du processus, il n'y a pas de propriété intellectuelle. Le droit d'auteur n'existe plus. Et je trouve que c'est des questions qu'on ne peut pas évincer quand on parle d'image intelligente. Bon, tout ça, je vais continuer par la. On attendait pour 14 heures.